Donc, merci aux organisateurs. Je vais vous parler d'un travail qui a été fait avec Sacha Priotko, Thierry Delarue et Valérie Richikoff. Alors, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que la transformation de Chacon, parce que j'imagine que vous ne la connaissez pas. Donc, je vais vous présenter une façon de la construire par découpage et empilage, qui est assez classique en théorie ergodique. Et puis après, je vais vous expliquer ce que j'entends par limite faible de la puissance de la transformation et vous présenter notre résultat. Alors, la transformation de Chacon, c'est une transformation que je vais noter T, et qui agit sur un espace de probabilité borélien standard. Et puis pour x, vous allez pouvoir penser à 0,1, juste l'intervalle 0,1. Alors j'ai quelques images pour vous expliquer la transformation qui est construite petit à petit. Alors elle est construite par découpage et empilage sur 0,1. Alors j'ai séparé l'intervalle 0,1 en deux. En rouge, c'est une sorte de réservoir. Et puis en noir, on va voir, c'est ce qu'on appelle, on va construire ça avec des tours de Rocklin. Donc ça, c'est la tour de niveau 0 qui apparaît en noir. Et alors qu'est-ce que je fais? Je vais découper ma tour en 3. Alors là, c'est une tour qui a juste une hauteur 1. Je la découpe en 3 parties égales. Et puis, je vais prendre un petit bout dans le réservoir aussi. Alors je vais définir ma transformation sur une partie de 0,1 pour l'instant. Donc le premier bout là, de ma tour, je vais l'envoyer linéairement sur le deuxième bout. Donc l'intervalle 0, 2 neuvième, il est envoyé sur l'intervalle 2 neuvième, 4 neuvième. Et puis l'intervalle du milieu, il va être envoyé sur un petit bout de mon réservoir. Donc ici, c'est 2 tiers, 8 neuvième, toujours de façon linéaire. Et puis, de l'intervalle 2 tiers, 8 neuvième, il va être envoyé sur le dernier bout de ma tour, sur le troisième tiers de ma tour. Donc ça, c'est le découpage. Et puis, en fait, je vais représenter ça en empilant les petits intervalles sur lesquels j'ai défini ma transformation. Donc vous voyez qu'il y a d'abord le premier tiers de la tour qui est envoyé linéairement sur le deuxième. Puis après, c'est envoyé sur un bout du réservoir qui est envoyé lui-même sur le troisième tiers de la tour. Et puis j'ai toujours, en rouge, j'ai toujours un petit bout de réservoir encore qui va me servir plus tard. Donc pour l'instant, ma transformation, elle n'est pas définie partout. Elle est définie partout, sauf sur le haut de la tour, de niveau 1. Et puis elle n'est pas définie non plus sur ce qui me reste de réservoir. Donc ça, c'est la première étape. Et en fait, à chaque fois, je vais découper mes tours et les empiler. Donc imaginez par exemple que j'ai déjà construit la tour de niveau n, qui a une hauteur hn. J'ai toujours encore un petit peu de réservoir. Donc ce que je fais, c'est que je découpe ma tour en 3 parties. Alors, la transformation elle est déjà définie partout, sauf sur le haut de la tour et sur le réservoir. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est que sur le haut là de ma... Je vais plutôt faire comme ça. Sur le haut du premier tiers, là, il va falloir que je définisse ma transformation et je vais l'envoyer de façon linéaire ici sur le bas du second tiers. Ici, c'est déjà défini, c'est défini juste en montant. Et puis quand j'arrive en haut, il faut que je définisse à nouveau ma transformation. Et là, elle va être envoyée en fait sur un petit bout du réservoir que je vais placer ici pour m'en rendre compte. Et puis maintenant, quand je suis au sommet là, du deuxième tiers de ma tour, il faut que je définisse ma transformation et je vais l'envoyer de façon linéaire sur le bas là, du troisième tiers de ma tour. Donc là maintenant, j'ai découpé ma tour, j'ai expliqué comment je définissais en haut, et puis sur mon petit bout de réservoir, et je vais empiler ça. Ça me donnera la tour de niveau n plus 1. Donc ce que vous voyez, je ne sais pas si on voit bien jusqu'en bas, c'est que j'ai mes 2 premiers tiers finalement qui ont été empilés. J'ai le petit bout de réservoir, je peux appeler ça aussi un spacer. Et puis j'ai le troisième tiers de ma tour. Et donc là, j'ai défini ma transformation un peu plus loin, puisque maintenant elle est définie partout, sauf en haut de la tour de niveau n plus 1, et puis sur le petit, ce qui me reste de réservoir. Donc là, j'ai une tour de niveau n plus 1, et puis la hauteur de la tour, la nouvelle hauteur, c'est 3 fois la hauteur de la tour précédente plus 1. Donc si je fais ça, si je continue comme ça, en fait, ça va me définir ma transformation presque partout, partout sur 0,1. Alors, est-ce que la définition de la transformation est claire?
parce que c'est là-dessus que je... D'accord, l'idée c'est qu'à chaque fois, j'ai une tour sur laquelle ma transformation est définie tout simplement, je monte dans la tour, hein, de façon linéaire. Elle n'est pas définie en haut, mais si je veux la définir un peu plus, je coupe ma tour en 3. J'envoie le haut du premier tiers sur le bas du deuxième tiers. Je continue à monter. Là, j'ajoute un spacer, c'est-à-dire un petit bout du réservoir. Je renvoie à nouveau ça sur le bas de du troisième tiers. Et puis, j'ai défini un peu plus loin ma transformation. Donc ça, en fait, on voit que c'est une transformation qui est inversible. Hein. Et puis, qui préserve la mesure. Hein. Si je prends la mesure de Lebesgue, ça préserve bien la mesure. Donc voilà pour la définition de la transformation de Chacon. Alors, c'est une transformation qui a été introduite par Friedman dans les années 70 et qui a été beaucoup étudiée, donc on connaît certaines de ses propriétés. Et de façon générale, en théorie ergodique, souvent on s'intéresse à la propriété de mélange. Alors, qu'est-ce que c'est que la propriété de mélange? Ça veut dire que si je prends deux boréliens AB, je vais regarder la mesure de A inter TNB pour des n de plus en plus grands. Et on dit que la transformation est mélangeante si ça tend, quand n tend vers l'infini, vers mu de A, mu de B. C'est-à-dire que quand j'applique de plus en plus de fois ma transformation, finalement, je me retrouve un peu partout et je tends vers la mesure produit. Alors cette transformation-là, en fait, elle est connue pour ne pas être mélangeante. Donc pour ça, cette propriété-là n'est pas vérifiée pour la transformation de Chacon. Alors il y a une autre notion de mélange, qui est la propriété de mélange faible. Alors c'est évidemment une propriété un peu plus faible, hein. C'est que pour tout A et B, si je regarde la moyenne de mu de A inter TIB moins mu de A mu de B, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors évidemment, normalement, la propriété de mélange, ça implique la propriété de mélange faible. Ici, alors pour la transformation de Chacon, c'est connu que la propriété de mélange faible est satisfaite. Donc ça, il n'y a pas de démonstration écrite, mais en fait, il y a une transformation de Chacon, mais où on coupe les tours en deux, et c'est la même démonstration qui marche pour cette transformation de Chacon que je vous présente, où on coupe les tours en 3. Donc c'est une transformation qui est pas mélangeante, par contre qui satisfait la propriété de mélange faible. Alors il y a plein d'autres propriétés qui ont été étudiées sur la transformation de Chacon, mais il y a encore une autre notion qui s'appelle le alpha mélange. Donc c'est le alpha mélange. Donc pour un alpha entre 0 et 1. Et ce serait de regarder s'il existe, donc on satisfait la probabilité de alpha mélange, s'il existe une suite KJ, donc là on ne regarde pas tous les entiers, tels que pour tout A et B, mu de A et TKJ de B, tend vers alpha mu de A mu de B plus 1 moins alpha mu de A inter B. D'accord? Donc si elle était 1 mélangeante, par exemple, si elle était mélangeante, elle serait 1 mélangeante. D'accord? Mais de toute façon, elle n'est pas mélangeante comme je vous l'ai dit. Hop, je vais remettre la transformation. Donc en fait, cette question du alpha mélange, elle était ouverte. Alors c'est une question en soi, et puis c'est parce qu'en fait, elle impliquait d'autres propriétés
qui n'étaient pas forcément connues sur la transformation de Chacon. Donc c'est une question qui a été posée par Katok et Stépine, notamment parce que ça avait d'autres implications. Alors je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par limite faible et limite des puissances de Chacon. Alors limite faible des puissances de t. Alors en fait, je vais considérer l'opérateur t chapeau, qui est l'opérateur de Koopman associé à la transformation t. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que t chapeau, ça agit sur les fonctions f de L2 de mu, et c'est tout simplement f rond t. Et puis je vais dire qu'un opérateur psi est limite faible de t chapeau à une certaine puissance kj. Alors je vais mettre moins kj, mais je vais souvent me tromper entre les moins et les plus. En tout cas, c'est une suite d'entiers positifs ou négatifs. Donc si pour toute fg, l'espérance de f t chapeau moins kj de g, ça tend vers l'espérance de f psi de g. Donc c'est dans ce sens-là que c'est une limite faible, hein, c'est que c'est pour quand on applique ça à f et g. Et puis on va s'intéresser à toutes les limites pour toutes les suites kj possibles. Alors en fait, si je prends f égale l'indicatrice de A et G égale l'indicatrice de B, si je traduis ça, hein, ce que ça veut dire, c'est que ici je traduis ça, ça veut dire, ce qui m'intéresse, c'est mu de A inter TKJ de B, et je veux savoir quelle est la limite, quoi. Limite en KJ. En J tend vers l'infini, pardon. Donc c'est cet objet-là qui va m'intéresser. Donc vous voyez par exemple que dire qu'elle est alpha mélangeante, hein, ce serait dire que alors le alpha mélange, hein, alpha mélange, c'est dire que l'opérateur alpha θ plus 1 moins alpha identité est une limite faible. Alors je vais expliquer ce que c'est que le θ. Hein. Ou θ, hein, c'est l'opérateur tout simplement qui est la projection orthogonale sur les constantes. Hein. θ de f, c'est l'espérance de f. D'accord, donc la question du alpha mélange, c'est dire est-ce que cet opérateur est une limite faible des puissances de Chacon. Donc ça c'est une question, et puis plus généralement en fait on peut s'intéresser à toutes les limites faibles. Est-ce qu'on peut identifier toutes les limites faibles des puissances de Chacon? Donc je vais appeler L, je pense que je cache pas trop là, ça va. L ça va être en fait l'ensemble des limites faibles de T chapeau. Donc la question du alpha mélange, c'est de dire que alpha θ plus 1 moins alpha l'identité appartient à L. Et puis de façon plus générale, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut identifier toutes les limites faibles? Alors notre théorème est le suivant, je vais peut-être l'écrire là-bas. En fait, on a réussi à identifier toutes les limites faibles et donc à répondre à la question du alpha mélange. Je vais remettre le...
Donc il existe une famille de polynômes explicites, hein, que je vais noter par PM, tel que L, c'est égal à... Alors l'opérateur θ, union des produits de polynômes, des PMI, donc pour des R positifs, et puis TMI donc vous voyez par exemple que cet opérateur appartient bien à l'ensemble des limites faibles, donc par exemple elle est mélangeante. Alors elle est aussi zéro mélangeante, puisque il suffirait de prendre tout simplement KJ identiquement nul, et dans ce cas-là on aurait juste mu de A inter B qui tend vers mu de A inter B. Mais par contre, en fait, en corollaire, on identifie bien les polynômes, et donc en corollaire, on voit qu'elle n'est pas alpha mélangeante pour alpha différent de 0 et 1. Pardon? Alors c'est en tant qu'opérateur, alors je ne sais pas comment noter ça. De T, pardon. Oui, non, c'est de T. Je vais noter ça avec T. En T chapeau. Et d'ailleurs, en fait, on peut aussi mettre, il y a aussi des constantes multipliées par une puissance de T chapeau. Hein. Parce que tout simplement, si la KJ c'était une suite constante égale à n, et ben on tomberait juste sur T chapeau n. Donc T n'est pas alpha mélangeante. Hein. Pour alpha entre 0 et 1. Donc ça se voit sur les polynômes, hein, c'est parce qu'ils sont explicites. Donc dans la suite, ce que je voudrais vous montrer, c'est d'où sortent ces polynômes PM, d'où sortent le fait qu'en plus qu'on a des produits de polynômes, et puis après, en fonction du temps, je vais voir ce que je ferai. Alors je vais d'abord vous écrire une proposition pour vous montrer un peu d'où sortent ces polynômes et puis aussi pourquoi est-ce qu'il y a des produits de polynômes qui apparaissent. Et puis après je ferai un cas particulier pour vous montrer vraiment comment on les obtient. Donc je vais prendre une suite particulière, KJ, qui est de la forme M HNJ. Alors HNJ, je vous rappelle, c'est la hauteur de la tour NJ. D'accord, donc c'est quelque chose qui est défini par cette récurrence. On commençait avec H0 égale 1, et puis Hn plus 1, c'est 3Hn plus 1, plus un petit K'J, donc tel que K'J est petit devant HNJ, NJ tend vers l'infini, donc on prend des hauteurs de tour de plus en plus grandes. Et on suppose qu'on connaît déjà en fait la limite de T chapeau K'J. Donc ça c'est la limite faible, hein. C'est au sens des opérateurs. Alors en fait on peut montrer que T chapeau KJ ça tend faiblement vers PM de T chapeau fois L. Alors, si vous prenez maintenant, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est déjà si on prend le K'J, en fait, n'était pas là. L'idée, c'est que donc, je peux construire, avec des KJ de cette forme particulière, des limites faibles qui correspondent aux polynômes.
puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de L. Donc l'idée, c'est que je peux aussi en construire des produits, tout simplement en choisissant comme ça des suites K'J. Et donc je vais pouvoir construire finalement explicitement, je peux trouver des suites K'J pour construire à chaque fois des limites qui correspondent à ça. Donc maintenant, je vais m'intéresser au cas juste en fait à des K'J particuliers. Donc je vais regarder des K'J de la forme M fois la hauteur de la tour J. Alors je vais me placer dans la tour N à chaque fois, donc je vais dire N. Donc je vais regarder des limites particulières pour vous montrer comment apparaît le polynôme PM. Alors pour commencer simple, je vais regarder avec M égale 1. Et je vais me placer dans la tour N. Donc on se place dans la tour N. Donc je vous rappelle la tour N. Donc ça continue. Elle est de hauteur Hn. Et là-dessus, ma transformation est bien définie. Et puis, je vais supposer que A et B sont des réunions d'étages de la tour N. Ce que j'appelle un étage, c'est tout simplement un niveau de la tour. Alors ça, c'est pas très restrictif parce qu'en fait, les étages, ils sont de plus en plus petits et donc je vais pouvoir approximer A et B par des réunions d'étages de la tour. Il suffit que N soit assez grand pour ça. Alors je vais regarder un niveau B. Ce qui m'intéresse, c'est mu de A et THN de B. Et je vais regarder ce qui se passe quand B est par exemple juste un niveau de la tour. Qu'est-ce qui se passe quand je lui applique Hn fois la transformation T? Alors, vous vous souvenez que dans la tour, c'est simple, il suffit de monter. Je vais refaire une étape d'après, c'est coupé en 3. Donc ce petit bout-là, quand je vais monter Hn fois dans la tour, vous vous souvenez ici, je reviens là, et donc ce petit bout-là, il va arriver ici. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres couleurs. Donc ça c'est un petit bout de THNB. Par contre, ce petit bout-là, quand je vais monter dans la tour, si vous vous souvenez bien de la construction, en fait, je vais introduire un spacer avant de retourner au bas du troisième tiers de ma tour. Alors le spacer, je l'avais mis en rouge, je vais le remettre en rouge. Donc ce bout-là de B, finalement, il va arriver un cran plus bas, il va arriver ici. Et puis j'ai encore ce bout-là de B qu'il faudrait que je vois où il arrive. Alors ça, évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer ici. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai construit ma tour un peu plus, ma tour un peu plus loin. Mais ce qui se passe à chaque fois, c'est que l'épaisseur, ils s'introduisent en fait au milieu, au tiers. Donc le premier tiers du dernier tiers, celui-là ne rencontre pas de spesseur et il se reporte. Donc il se reporte ici, en bleu. Par contre, le milieu là, du dernier tiers, celui-là va rencontrer un spesseur et il va se reporter en dessous. Et puis pour le dernier bout, j'ai encore besoin de savoir si au niveau de la tour d'après, j'ai introduit un spesseur. Donc en fait, j'en ai un au milieu, et puis bon, je pourrais tous les continuer à les faire, mais c'est de plus en plus petit, comme ça. À chaque fois, je coupe en 3 et j'en ai un au milieu.
Et donc mon dernier tiers, là, il va se reporter un coup là, un coup au milieu, un coup ici, un peu plus petit, un coup en dessous, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'en fait, mon B, hein, il y en a la moitié qui se retrouve toujours à l'étage B, et puis la moitié qui se retrouve au cran d'avant. Donc le mu de A et THN de B, c'est à peu près un demi de mu de A et B, et puis un demi de mu de A et T-1B. Donc ça, hein, si je traduis sous forme de ce que c'est que la limite faible finalement de T HN, T chapeau, l'opérateur, en tant qu'opérateur, eh ben, ça va être le polynôme 1 demi de l'identité plus T chapeau. D'accord? Donc le polynôme 1, c'est 1 demi de 1 plus x. Alors ça, je l'ai fait pour m égale 1. Il faudrait regarder en fait pour un m quelconque. Alors, je ne sais plus si j'ai... Et pour ça, en fait, on va utiliser une autre représentation de la transformation dans la tour n, qui va être très utile. Alors, c'est une représentation sous forme d'un automorphisme spécial. Moi, je ne connaissais pas le terme avant, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On voit quand j'ai écrit là, ouais? Oui? Donc là, maintenant, hein, je vais fixer un m plus grand que 1. Et je vais toujours me placer dans la tour de niveau n. Alors, si j'ai un B pareil qui correspond à un étage de niveau I, quand je vais appliquer plusieurs fois, c'est-à-dire que je vais passer plusieurs fois dans ma tour, je vais rencontrer plusieurs fois d'épaisseur. Au plus, je vais rencontrer M. Hein. Donc, je vais me retrouver décalé vers le bas. D'accord? Donc, il y a une proportion. Hein. Il faut savoir quelle est la proportion de Tm Hn de B se trouve, donc si B hein, est le niveau I, l'étage I, quelle proportion se trouve à l'étage, donc I moins quelque chose, hein, I moins K, où K a priori, hein, ça appartient à 0M. Donc en fait, je vais représenter mes points dans la tour autrement. Les points de la base, je vais les représenter comme des points en fait, du groupe compact des nombres triadiques. Donc ce seraient les points x0, x1, pour des xi appartenant à 0, 1, 2. Donc ça indiquera en fait où je me trouve horizontalement. Et puis j'aurai quelque chose qui m'indiquera en fait à quel étage je me trouve au-dessus de ce point. Alors le groupe gamma, en fait je vais l'équiper de la mesure de Haar. C'est-à-dire que les coordonnées en fait sont IID. Et puis, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, on a certaines transformations, on peut remarquer tout de suite, qui préservent la mesure de Haar, que je vais appeler lambda. Je ne sais pas si on voit bien, je vais mettre là. Alors, dans les transformations qui préservent de gamma, hein, qui préservent lambda, j'ai tout simplement ce que j'appelle le shift. Hein. C'est-à-dire sigma de x0, x1, etc. C'est x1, x2, etc. Et puis il y a aussi l'addition, que je vais noter S.
Donc S de x, pour x dans gamma, ça va être x plus le nombre triadique 1, 0, 0, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut considérer le x0 comme les unités, et puis éventuellement, s'il y a des retenues, eh ben, elles se propagent à droite. Alors revenons à ma transformation de Chacon. Hein. Donc la tour n, hein, c'était celle-ci. Vous avez vu que ça avait été utile, c'était quand on l'a coupé en 3, on savait qu'à l'étape d'après, il y aurait un spaceur au-dessus du deuxième tiers. Et puis on avait eu besoin de regarder un peu plus loin, en fait, quand on avait appliqué la hn fois la transformation. C'est-à-dire qu'il y avait un spaceur ici au milieu. Et puis si on avait été jusqu'à la tour n plus 2, on aurait vu qu'il y avait un spaceur qui s'intégrait ici. Et puis ainsi de suite. Bon, je ne vais pas pouvoir tous les dessiner. Alors en bas, en fait, c'est tout simplement gamma. Donc le premier tiers, ça va être les nombres qui commencent par 0. Le deuxième tiers, les nombres qui commencent par 1. Et le troisième tiers, les nombres qui commencent par 2. Et puis si je regarde un peu plus loin, hein, je veux dire par exemple dans le troisième tiers, bah, c'est les nombres qui commencent par 2, 0 et puis quelque chose après, 2, 1 et quelque chose après, 2, 2 et quelque chose après. Donc ce que je vous disais, hein, c'est qu'un point finalement dans ma tour, je vais l'identifier dans la tour par un couple xi. Donc x c'est gamma, ça me décrit où je suis horizontalement. Et puis i c'est l'étage auquel je suis dans ma tour. Donc ça varie entre 0 et hn-1, plus éventuellement un phi de x. Alors phi de x en fait c'est 0 ou 1. D'accord, phi de x, ça appartient à 0, 1, et ça m'indique en fait la présence d'un spaceur au-dessus de x. Alors maintenant, je peux décrire ma transformation dans cet espace xn. Alors, quand je regarde un point xi, eh ben, tout simplement, si je ne suis pas au sommet de la tour, ben, je monte d'un étage et donc j'arrive en xi plus 1. Et puis, si jamais je suis au sommet de la tour, eh ben, dans ce cas-là, je vais redescendre sur la base de la tour, mais mon x il va être décalé, il va sauter d'intervalle, et ça correspond en fait à s de x, c'est-à-dire ajouter un 1 à x. D'accord, donc c'est ça, cette représentation utile, donc qui n'est pas nouvelle, qui avait déjà été utilisée, mais qui est cette nouvelle représentation pour nous de la transformation dans la tour de niveau n. Alors maintenant, je reviens à ce que je voulais faire, c'est que j'ai un point xi qui est dans B. Alors, je vais peut-être effacer ça. Et puis ce que je voulais voir, c'est où est-ce qu'il va se retrouver quand j'applique mhn fois ma transformation. Donc si je regarde un point xi appartenant à B, hein, je voudrais savoir où se trouve Tmhn de xi. D'accord, donc à quel étage il se trouve. Donc c'est l'étage i moins le nombre de spaceurs que je vais avoir traversé comme ça quand j'ai fait m fois des passages dans la tour. Donc c'est i moins, alors ce que je vais appeler phi m, parce que je passe m fois dans la tour, phi m de x. Et phi m de x, c'est tout simplement, est-ce que la première fois, j'ai rencontré un spaceur, donc quand je suis monté au-dessus de x, et puis la deuxième fois, en fait, je suis monté au-dessus de sx, est-ce que j'en ai rencontré un? Et puis au-dessus de s2 de x, et je continue comme ça jusqu'à la dernière fois où je monte dans la tour, en fait, j'étais au-dessus de phi sm-1 de x. Donc si je prends un x aléatoire dans B, l'idée c'est de savoir quelle est la loi de phi m de x. Pour savoir quelle est la proportion va se retrouver à un certain étage donné. D'accord? L'idée c'est que donc la proportion de Tm Hn2B
se trouvant à l'étage I-K, c'est ce que je vais noter πm de K, c'est la probabilité que phi m de x, donc phi m, pardon, égale K. Donc ce qui m'intéresse en fait, c'est la loi de phi m. D'accord ? Si j'ai déterminé cette proportion, finalement je vais connaître ma limite faible. Hein. La limite faible, ce sera de t, m hn, hein. Ce sera le polynôme pm de x qui est donné par les πm de k xk. Donc finalement, tout revient à étudier cette suite phi de x, phi s de x, et ainsi de suite. Où phi de x, je vous rappelle, en fait, ça indiquait la présence d'un spaceur au-dessus de x. Mais en fait, savoir s'il y a un spaceur au-dessus de x, c'est assez facile. Parce que vous regardez, si x commence par un 0 ou par un 0, il n'y a pas de spaceur. Si x commence par un 1, il y a un spaceur. Et puis quand x commence par un 2, ben en fait, il faut regarder à l'étape d'après. Donc finalement, phi de x, hein, phi de x, c'est le premier digit de x qui est différent de 2. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, ouais, je vais finir là. Ça, c'est pas moi. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que j'étudie cette suite, donc phi de x plus phi s de x, phi s de x, pour des x aléatoires, et que je vois un peu justement quelle est la probabilité que je trouve là-dedans, dans cette suite. Donc, je vais étudier la suite. D'accord, donc, on se ramène à l'étude de la suite phi sj de x. Alors je vous rappelle, sj de x, hein, c'est x plus j. Phi de la suite phi sj de x. D'accord ? Et savoir, en fait, combien... et savoir, dans une suite de m termes consécutifs, quelle est la probabilité de voir K1 ? Alors en fait, la suite, elle est... une façon de la voir, hein, c'est que si vous regardez un nombre x, alors peu importe par quoi il commence, mais si on lui ajoute 1 à chaque fois, alors je ne sais pas par où est x, il y a un moment où je vais, enfin il y a un moment, toujours je vais voir 0, 1, 2, 0, 1, 2 comme premier digit. Alors je ne sais pas où est x là-dedans, où est x plus 1, tout ça, mais de toute façon la suite des premiers chiffres c'est 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc ça veut dire que ma suite phi sj de x, en tout cas je la connais. Ici c'est 0, 1, ici je ne sais pas, ici c'est 0, 1, ici je ne sais pas, 0, 1, je ne sais pas, ainsi de suite, je ne sais pas. Et puis en fait, pour savoir, pour remplir les trous, il faudrait que je regarde le deuxième chiffre. Et ça se comporte de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être quelque chose de la forme 0, 1. Alors là, je ne sais toujours pas. 0, 1. Et puis le prochain, je ne saurais pas. Et donc j'ai encore des trous, mais cela aussi se comporte de la même façon. 0, 1, je ne sais pas. 0, 1, je ne sais pas. Donc c'est une façon de voir cette suite phi sj de x. Et puis c'est dans cette suite... Quand je prends un bloc consécutif de m termes, combien j'ai de 1 ? Quelle est la probabilité d'avoir K1 là-dedans ? Alors vous voyez que vu la façon dont elle est construite, en fait on va facilement avoir des formules de récurrence en m sur les πm. Si je prends un bloc de troisième terme, en fait je vais pouvoir le diviser en petits blocs de 3. Et quand je prends n'importe quel bloc de 3 ici,
j'ai toujours un 0,1 et puis quelque chose de niveau supérieur. Si j'avais pris le bloc, un autre bloc ici, j'ai toujours un 0,1 de premier niveau et puis quelque chose d'un niveau supérieur. Donc en fait, on va avoir des formules de récurrence qui vont nous donner aussi des formules de récurrence pour les polynômes. Et puis donc on va obtenir les polynômes explicitement. Je vais m'arrêter là et laisser poser des questions. Bon, est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, deux questions. Est-ce que c'est un phénomène général que l'ensemble des limites faibles soient stables par produit? Soit stable par produit? Qu'est-ce que tu veux dire par stable par produit? Bah, la proposition... Oui, l'ensemble des valeurs d'adhérence faibles Là, on a tous les produits possibles des puissances de t et des PM de t. Ouais. Je suis pas sûr parce que par exemple cette proposition-là, on a vraiment, parce que c'est ça hein, finalement, ici on avait une limite qui était PM, ici on avait une limite qui était L, et puis c'est stable, c'est dans ce sens-là que tu veux dire? Oui. Il faut vraiment que le K'J soit petit devant le HNJ. Sinon il peut se passer des phénomènes, hein, et c'est comme ça qu'on voit apparaître, parce que c'est pas du tout évident ici que cet opérateur-là apparaisse. Et ça, c'est dû vraiment au polynôme, au fait que quand le degré du polynôme tend vers l'infini, en fait, ça tend vers cette limite-là. Ou quand il y a beaucoup de polynômes, quoi, quand on n'arrête pas de... Donc je ne suis pas certaine non, que ce soit général. Et l'autre question que je me demandais, est-ce que le alpha mélange, ça entraîne le bêta mélange pour bêta plus petit que alpha? Est-ce que le... je ne me suis même pas posé la question. Comme ça me saute pas aux yeux, en tout cas. C'est pas évident. Hein. Je pense pas, je vois pas de raison. Ouais. D'autres questions? Bah non, en tout cas ici c'est pour 0 et 1, donc c'est valable, donc ça doit pas être vrai. Ou alors il faudrait déjà exclure 0 et 1. Oui, pour les gens comme moi qui connaissent absolument pas la transformation de Chacon, c'est un objet qui est très surprenant et on se demande d'abord d'où il vient. Enfin, historiquement, c'est une question qui est en dehors de l'exposé, bien sûr, mais pourquoi est-ce que les gens, j'imagine que c'est Ré Chacon lui-même, se sont intéressés à ça? Qu'est-ce qu'ils cherchaient là-dedans? Qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en évidence? Alors déjà, c'est une transformation... Enfin, donc la construction par découpage et empilage, c'est assez classique. Après, ça c'est une transformation où à chaque fois il n'y a qu'une tour, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs tours à chaque étape. Ça c'est une transformation, on dit de rang 1, c'est-à-dire qu'on peut la construire qu'avec une tour, et donc c'est une classe de transformation qui ont des propriétés particulières. Et déjà, je ne sais pas si elle était introduite dès le départ, si c'était justement pour montrer quelque chose qui était pas mélangeant, mais qui était faiblement mélangeant. Mais sinon, voilà, ça fait partie d'une classe de transformation, des transformations de rang 1 qui sont très étudiées. Oui, est-ce que la famille de polynômes a des propriétés algébriques remarquables? Donc il y a des formules de récurrence hein, sur les polynômes. On a essayé de regarder un peu leurs racines. Alors, elles sont toutes distinctes. Et puis il y a des choses où elles alternent, comme ça les racines alternent entre PM, PM plus 1 et tout ça. Après, plus que ça... Les polynômes orthogonaux par rapport à une mesure spéciale? Bah non, pas que ça. Alors quand on regarde les coefficients aussi, c'est symétrique. On a un profil comme ça sur les coefficients des polynômes. On sait des choses sur les racines, mais on sait calculer le degré aussi explicitement en fonction de m. Calculer le degré du polynôme. Enfin, on connaît des propriétés. Mais... D'autres questions? Moi, je pense qu'on peut encore remercier l'orateur.